commencer donc la séance d'aujourd'hui donc avec l'exercice 1, comme je viens de dire, sur le champ créé par une spire circulaire et puis par les bobines d'Helmholtz. Alors, donc je vais essayer de vous donner les données de l'exercice et après on va passer à faire le. Alors là, on va traiter le cas d'une spire. Je n'ai pas encore choisi le sens de courant, mais on va le choisir ensemble. On va choisir un sens de courant qui va parcourir cette spire-là. Et donc, on va essayer de chercher dans cet exercice le champ magnétique créé par la spire à un point qui est situé sur l'axe de la spire. Faites attention, je ne suis pas dans le cas général. Je ne vais pas chercher le champ à n'importe quel point de l'espace, mais pour des points qui appartiennent à M. Mais on peut le faire. Et vous pouvez l'essayer vous-même pour un point de l'espace. OK? Donc, le cas, il y a des cas particuliers qu'on va traiter encore. On va traiter le cas lorsqu'on est au centre. OK? Mais pour le moment, on va essayer de chercher l'expression dans le cas général lorsque M est un point de l'axe Z, l'axe qui est perpendiculaire au plan de la spire. Bien sûr, donc le M là, le point M, c'est un M de Z. Okay? Là, c'est un M de Z. Okay? C'est un M de Z. Alors, et bien sûr, on vous demande, donc là, je vais essayer, donc, comme j'ai signalé déjà dans la dernière vidéo, je vais utiliser un peu les propriétés, les arguments de symétrie et d'invariance pour simplifier, pour trouver une simplification de l'expression de champ magnétique. On va essayer de montrer, avant de commencer le calcul, que ce champ se met sous la forme B est égal à B de Z, EZ. OK? Et puis, on va montrer de plus que ce champ, il est pair. OK? Ça veut dire quoi que je vais montrer que le champ est pair? C'est-à-dire, si vous prenez un autre point de l'autre côté qui est symétrique avec M, M point M' par exemple, M' dont Z est égal, donc là, avec moins Z, donc avec moins Z là, il faut que je trouve la même valeur que le champ de l'autre côté. OK? On dit que le champ dans cette situation-là, il est pair. Donc, on va montrer ça encore. Après, on vous demande, après de montrer que B est porté par Z, on vous demande de chercher l'expression maintenant de BM en fonction de alpha et de Z. OK? Parce que le point M, il peut être repéré dans cette situation-là, soit par Z, soit par alpha. Vous avez le droit de dire encore que M, c'est un M de alpha en effet. C'est M de alpha. C'est encore vrai. OK? Alors, et puis on va prendre des cas particuliers. Donc, on va traiter le cas lorsque Z est égal à 0. Ça veut dire quoi que Z est égal à 0? Ça veut dire que vous êtes au centre. OK? Et bien sûr, après, on va essayer de traiter le cas d'une bobine plate. C'est-à-dire lorsqu'on ne va pas y avoir une seule spire, mais plusieurs spires. Une spire jointif qui forme une bobine plate. On appelle ça une bobine plate. Okay? Et après, on va essayer de tracer, en effet, le champ en fonction de Z. Okay? La deuxième partie, je vais vous parler de ça après quand je vais terminer avec la première partie. Okay? Donc, je vais commencer sur mon tableau blanc. Alors, je vais prendre une spire. Donc, je vais commencer normalement avec la première partie. OK? Alors, vous avez en effet une spire. Donc, il va être parcouru par un courant. Alors, ce courant, je vais le choisir pour le moment dans ce sens. Après, pourquoi? Parce que je voudrais bien que, parce qu'en choisissant ce sens-là, vous pouvez voir en utilisant la règle du turbo-champ que le champ va être dans le sens positif des Z. Vous pouvez le voir. Vous avez un point M là. Je vais choisir le champ d'une manière à ce que B soit dans le sens positif des Z. Vous pouvez le voir là, que de cette manière-là, vous avez le sens positif.
Et donc, bien sûr, pour que je puisse utiliser la loi de Beutty-Savart, je vais après prendre un delta, un DL. Pour le moment, pour la première question, on va parler de quoi? Bon, la première question, les symétries et les invariances. Donc, dans la première question, en effet, c'est les symétries et les invariances. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Et la voix, elle est claire? Oui, il est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, symétrie et invariance. OK. Donc, je pense que l'autre fois, j'ai parlé un peu de la question de symétrie et on a dit qu'en effet, les symétries, ça nous permet de déterminer la direction de champ magnétique. Alors là, on va essayer d'imaginer des plans de symétrie et d'antisymétrie. Bien sûr, il faut y avoir des plans qui passent par M. Alors là, je le dis, c'est difficile d'avoir des plans de symétrie qui passent par M. OK? Donc, ce n'est pas la peine de chercher des plans de symétrie. Vous ne pouvez jamais avoir un plan de symétrie qui passe par M. Mais vous pouvez avoir des plans d'antisymétrie. Est-ce que vous pouvez me signaler les plans qui peuvent jouer le rôle d'un plan d'antisymétrie? ER, OT. ER, Eθ, c'est-à-dire le plan qui contient ER et Eθ. Sûr? Est-ce que vous imaginez déjà le R et le Eθ dans cette situation-là? Parce que si vous prenez un point P, alors si vous prenez un point P là, alors voilà, en effet, le ER, il va être dirigé de O vers P. OK? Donc, ER, il va être dirigé dans ce sens. Ça, c'est en effet le R. OK? Pardon. Et pour Eθ, puisque en prenant en considération le vecteur EZ, qui est dans cette direction toujours, donc, parce que c'est déjà choisi, alors Eθ, c'est vers vous, en effet. Le Eθ, ça va être vers vous. Donc, le plan dont vous parlez, le ER, Eθ, c'est le plan qui est perpendiculaire au tableau. Est-ce que ça peut être un plan? Ça veut dire que vous imaginez maintenant le plan qui contient la spire. Est-ce que le plan de la spire, c'est vraiment un plan d'antisymétrie? Non. 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 Alors, on travaille les plans d'antisymétrie vont être quel type de plan? Oui? ER, EZ. ER, EZ. ER, EZ. Oui, ER, EZ, oui. C'est bon. Donc, c'est-à-dire si vous prenez, si vous prenez le plan de tableau, par exemple. Alors, le plan de tableau, il va diviser la spire en deux parties, parce que essayez d'imaginer que la spire, là, en 3D, en effet, c'est ça. Donc, vous pouvez, le plan de tableau, il subdivise cette spire-là en deux parties. Dans le sens de courant-là, il est inversé. OK? Donc, il va jouer ce rôle. Encore. C'est-à-dire, et un autre plan, par exemple, celui-là, je vais dessiner un plan, celui-là, qui est perpendiculaire au tableau, comme ça. Euh, Non, c'est pas au θ, ça. EZ, C'est Eθ. le plan qui contient Z et Eθ. C'est-à-dire maintenant, vous avez trouvé deux plans. Un plan qui contient Z, ER, et un plan qui contient Z, Eθ. Et donc, donc normalement, le champ B, il va être il appartient à ces deux plans. OK?
il doit appartenir à deux plans. Donc, les plans d'antisymétrie. Donc, ça va être dans quelle direction à votre avis? Oui, pour que je puisse y avoir le plan qui appartient à ces deux plans dont on vient de discuter, il faut que le B soit parallèle à EZ. Oui. Et donc, B doit être dans la direction de EZ. OK? Alors, en effet, tous les plans, vous pouvez remarquer que tous les plans qui contiennent l'axe Z et qui passent par le point M sont des plans d'antisymétrie. Et donc, B, il appartient à l'intersection de tous ces plans-là. B, en effet, là, il appartient à l'intersection des plans d'antisymétrie. OK? Qui est en effet qui est dans cette situation le OZ, la droite EZ. Parce que l'intersection des plans, c'est une droite. OK? Et donc, B, il est dans OZ. Donc, je peux dire que B, comme je viens de demander dans la question, s'écrit sous la forme MB EZ. OK. Alors, maintenant, passons aux invariances. C'est-à-dire, le champ B, il va dépendre de quoi dans cette situation-là? Les invariances, normalement, ça vous permet de déterminer les variables dont dépend des Z, c'est-à-dire dépend le champ B, c'est-à-dire avec quelle variable il va changer. Alors là, il est clair parce que le point M, déjà, ne se déplace que selon l'axe Z, c'est-à-dire déjà M, c'est un M de Z, c'est-à-dire on ne va pas changer donc ni θ ni R, parce que le R et le R d'abord, il est fixé là. Vous ne changez pas le R lorsque vous êtes sur la spire. Et puis la rotation, la rotation ne change jamais le résultat. Donc finalement, le B de Z là, ça va être tout simplement un B de Z. OK? Là, je ne vais pas avoir des variations en fonction ni de θ ni de R. Donc finalement, on va chercher une expression de B qui sera en fonction de Z ou bien en fonction de alpha, parce que le alpha là peut jouer le même rôle que Z. OK? Alors, pour cette question de parité, parce qu'on vous demande, on vous dit, pourquoi normalement le champ B doit être pair? Alors, supposons que vous êtes de l'autre côté. Donc, vous avez la sphère, là. Voilà l'axe. Alors, supposons que vous avez deux points. Alors, vous êtes de ce côté-là, ou bien vous êtes de l'autre côté, à la même distance. Alors, supposons la distance que vous avez là, c'est Z, et la distance que vous avez là, c'est moins Z. Alors, qu'est-ce que je peux dire là? Qu'est-ce que je peux remarquer? Alors, voilà le courant. Il est dans ce sens. Si vous utilisez déjà le turbo-champ, vous trouvez que de ce côté-là, le champ il est dans cette direction. Je parle de champ total, B. OK? Et puis, si vous êtes de l'autre côté, est-ce que je vais avoir le B dans le même sens ou dans le sens opposé? Essayez d'utiliser le turbo-champ. Dans le Est-ce que vous sens trouvez? opposé. C'est-à-dire, comme ça, dans ce sens. Vous êtes sûr? Oui. Alors, essayez vraiment d'imaginer la spire. Hein. Essayez de se placer de ce côté-là et puis de se placer de ce côté-là. Moi, je l'ai fait et moi, je trouve ce sens. Toujours.
OK? D'ailleurs, on ne peut pas y avoir le contraire. Si vous rappelez bien des lignes de champ de l'autre fois, on a dit que les lignes de champ dans cette situation vont être comme ça pour l'aspire. Ils font comme ça les lignes de champ. Et les lignes de champ sont des lignes continues. On ne peut pas avoir des discontinuités. OK? Oui, c'est Donc, vrai. le champ de ce côté-là, il doit être dans ce sens. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que déjà, et ça vous l'avez déjà dit, le plan de l'aspire, c'est un plan de symétrie. Symétrie. Puisque c'est un plan de symétrie, il va vous donner de ce côté-là une image de ce que vous avez de l'autre côté. OK? Quand vous dites une image, donc mathématiquement, c'est la parité. Donc, vous avez quelque chose qui est pair. Et donc, là, B de moins Z, le B de moins Z, ça va être en effet égal à B de Z. OK? Et ça signifie que la fonction, il est pair. Le champ, il est pair. OK? Alors, très bien. Donc, je pense que c'est bon pour cette question. On va passer maintenant pour appliquer la loi de Biot et ça va. La loi de Biot et Savart, qu'est-ce qu'il vous dit? Que le champ magnétique élémentaire dB, donc c'est mu0, la perméabilité magnétique dans le vide sur 4P. Vous voyez me confirmer si vous m'entendez très bien. Oui, monsieur. Alors, 4P, donc on a dit I, dL. Encore un petit problème de ralentissement. Alors, on a dit ici I, donc dL, l'élément de longueur dL, vectoriel PM, comme vecteur, sur le module du PM à la puissance 3. Alors, si vous allez sur le schéma, peut-être je vais refaire un schéma. Donc, voilà la sphère normalement. Voilà l'axe des Z. Pas très dessiné, je ne l'ai pas vraiment. Alors, je vais changer. Pardon, encore si pur. Alors, voilà. Alors, ça, c'est l'axe des Z. Donc, je vais prendre un point M de l'axe. Je vais prendre un point P. Et donc, là, vous avez le DL. Voilà DL, si vous voulez, l'élément DL. Et voilà le vecteur PM. Il fait un angle alpha. Et là, vous avez Z. Là, c'est O. Alors, ça, c'est le vecteur PO, si vous voulez. Cette distance, c'est le rayon R. Alors, déjà, avant de commencer à faire le calcul, vous pouvez utiliser, si vous voulez, la règle du tire-bouchon ou bien la règle des trois doigts de la main droite pour déterminer la direction du champ magnétique élémentaire créé par cet élément. Alors, cet élément, il va créer, parce qu'il est parcouru, là, vous avez le courant, pardon, dans ce sens. Je vais prendre dans ce sens. Donc, l'aspère, il est parcouru par un courant I. Donc, l'élément dl de courant, il va créer point M un champ élémentaire dB. Je ne parle pas de champ total, mais de champ élémentaire, parce que le champ total, on le connaît. Il est dans la direction de Z. Mais faites attention, le dB, il n'est pas dans le sens de EZ. Faites attention, parce que là, vous pouvez le voir, le champ B doit être perpendiculaire à DL, il doit être perpendiculaire à PM, il doit être perpendiculaire au plan formé par DL et PM. Vous pouvez le vérifier. Moi, j'ai déjà essayé de le voir et on trouve qu'en effet, on va y avoir un champ dans cette direction, comme ça. Vous pouvez le vérifier vous-même. Donc, voilà le vecteur DB. Il va être perpendiculaire
à PM. Donc ça, c'est DB. Faites attention, ce n'est pas le champ total. Parce que le champ total, à cause de la symétrie, il va être sur Z. OK? Parce qu'on va y avoir des DB de chaque direction, mais la somme vectorielle, il va être, parce que quand vous prenez un autre élément, vous trouvez toujours un de celui-là, ainsi de suite. Donc là, faites attention, ça va être dans le champ total, c'est dans le sens de Z. Mais DB, ce n'est pas dans le sens de Z, de EZ. OK? Alors, on va essayer maintenant de développer ce calcul-là. Donc, je vais essayer d'intégrer. Donc, pour que je puisse y avoir le champ total, B de M, je dois intégrer le champ partiel D de B. Je vais intégrer le vecteur DB. Le champ total, c'est toujours l'intégrale de vecteur DB. Faites attention. C'est pas, mais faites attention, l'intensité B, c'est pas toujours l'intégrale de DB. Ça, on va le voir après. Okay, ce n'est pas toujours ça. Mais pour les vecteurs, oui. Alors, on va continuer. Donc, on va intégrer maintenant ça. Qu'est-ce qu'on va intégrer? Donc, mu0 I sur 4P, c'est une constante. Et on va intégrer même le, si vous voulez, donc, je vais intégrer donc l'expression que vous avez dit donc DL vectoriel PM sur PM3. En effet, même PM3, je peux le faire sortir parce que moi, j'intègre sur quoi? J'intègre sur la spire. C'est-à-dire, je fais la somme des DL. J'intègre les DL. OK? Alors, ça va donner quoi ça? En effet, le PM, je peux remarquer que PM, c'est PO plus OP, OM, pardon. Et donc, je peux dire là que cette intégrale, c'est mu0 I sur 4P, 1 sur PM3, puis l'intégrale DL vectorielle PO, plus intégrale dl vectorielle OM. Oui. OK? Alors, maintenant, je vais essayer de calculer chaque intégrale séparément. Alors, je vais commencer par le deuxième. Alors, j'intègre sur quoi? Faites attention, toujours. J'intègre sur la spire. Parce que j'ai pris un élément dl. Il pourrait y avoir le champ total. Il faut prendre tous les éléments dl de la spire. Alors, je vais commencer par l'intégrale. Donc, en effet, c'est une intégrale fermée, OK? De dl vectoriel OM. Sur la spire toujours. En effet, c'est un intégral là fermé. Alors, égal à quoi ça? Alors, faites attention, le OM, à partir du schéma, le OM ne dépend pas, la direction et le sens de vecteur OM ne dépend pas de DL. Il ne dépend pas de DL. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sortir cet OM à l'extérieur, parce que j'ai le droit. Ça vous le fait toujours. Déjà, toujours tout ce qui ne dépend pas de DL là, donc de la variable, vous pouvez le faire à l'extérieur. Donc là, je peux écrire que c'est l'intégrale DL, entre parenthèses, vectoriel OM. Parce que OM, je ne peux pas l'écrire à gauche, hein. C'est toujours à droite, parce que ça, c'est un vecteur, c'est un produit vectoriel. Et donc, ça, vous l'intégrez sur un parcours fermé. Alors, dites-moi ça, c'est combien? Cette quantité, c'est combien? Je vais essayer de vous faire un schéma. Vous avez la spire. Et ça, c'est l'élément DL. Je voulais que vous trouviez la solution parce que l'année dernière, il y avait des dizaines de questions sur ça. Même si j'ai expliqué ça dans le cours, il y avait des dizaines de questions sur ça qui m'ont demandé pourquoi tu as trouvé ce résultat. Alors, DL, voilà le DL. Ça veut dire quoi? Que je vais faire l'intégrale
Une intégration, ça veut dire quoi? Oui? Ça veut dire je vais calculer la surface. Ah, de la surface? L'intégration en général, c'est une sommation. Vous êtes d'accord? Oui. Une sommation. Donc, ça veut dire c'est comme je vais faire la somme de tous les vecteurs dl. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais faire la somme de tous ces vecteurs-là. Et à votre avis, si vous faites la somme de tous ces vecteurs, qu'est-ce que vous trouvez? 0. Très bien, on va trouver 0. On va trouver 0. Pourquoi? Parce qu'à chaque dl, vous avez un dl dans le sens opposé. Pour ce vecteur, il va annuler celui-là, ce vecteur, il va annuler celui-là, et ainsi de suite. Donc, finalement, vous trouvez un 0. Vous pouvez l'imaginer comme ça. Mais en effet, c'est comme parce que ça, c'est la loi de Charles sur un parcours fermé. C'est comme vous démarrez d'un point P et vous arrivez à un point P de DA, de DL. Et ça va donner en effet P, P. Et ça va donner ça, un 0, ça vous le connaissez. En effet, ça c'est la loi de Charles. Dans la loi de Charles, comme vous l'avez appris au collège, quand vous partez d'un point, vous faites un vecteur, un autre vecteur et un autre, si vous tournez toujours dans la même direction, pardon, si vous avez ça, vous avez ce vecteur, vous pouvez vous ajouter un autre, vous pouvez ajouter un autre comme ça. Alors, on vous dit que ça, la loi de Charles, qu'est-ce qu'il vous dit? La somme de ces vecteurs est égale? 0. Est égale à 0. On est dans la même situation. Et donc, cette somme-là est nulle. Et donc, cette intégrale est nulle. OK? Alors, on est d'accord sur ça? Alors, le deuxième intégral, c'est quoi? C'est dl vectoriel PO. Alors là, est-ce que je peux séparer PO de dl? Voilà PO. Est-ce que PO change de direction quand dl change de position? Non. Pourquoi non? Oui. Oui. Alors, si vous avez un dl de ce côté-là, vous avez un dl de ce côté, alors le PO, il va être là. Est-ce que c'est la même direction? Bien sûr, non. Donc, le PO change parce que faites attention, même s'il ne change pas de valeur, la valeur c'est R, mais faites attention, on dit qu'un vecteur, il n'est pas constant lorsqu'il change l'un de ses caractéristiques. Le PO, c'est un vecteur qui ne change pas de valeur, de norme, mais il change de direction et de sens. Et donc, PO là, ce n'est pas une constante par rapport à DL. Il change de direction et de sens quand vous changez DL. Et donc, tu ne peux pas le faire sortir de l'intégrale. Et donc là, je vais essayer de calculer le produit vectoriel avant d'intégrer. Là, on a intégré sans faire le calcul de produit vectoriel parce que je peux faire la séparation. Là, je dois calculer le produit vectoriel. Je n'ai pas le droit de séparer. Donc, je serai obligé. Et pour le calculer, je vais faire des projections. Donc, je vais projeter les vecteurs dans la base. Le DL, c'est quoi? Alors, DL, il est porté par quoi? Dites-moi. Il est porté par quel vecteur là? Faites attention, non? Θ, très bien. Θ positif parce que bien sûr, toujours le Eθ, quand vous faites, essayez de l'imaginer dans 2D. Dans le DD, quand vous êtes en coordonnées polaires, le vecteur qui est tangent au cercle, c'est toujours Eθ. Et donc, ça va être dl, Eθ. Et dl, c'est quoi? Le dl, c'est quoi? Voilà le cercle, voilà le dl. C'est Le R. dl, c'est quoi en effet? R, voilà le dl. R dθ, très bien. Ça va être R, le rayon R, dθ. C'est une variation de θ. Voilà. Et pour PO,
PO, c'est simple. PO, c'est C'est moins R, O, E. R. très bien, c'est moins. C'est moins, très bien. C'est moins R, ER. Très bien. C'est moins R, ER. Et donc maintenant, je peux faire le calcul là. Qu'est-ce que je peux dire là? Qu'est-ce que je vais voir? Vous voyez désactiver le micro, mademoiselle. Alors, ça va donner quoi? Donc là, donc ça va donner l'intégrale de quoi? De R au carré. O, Z. OK? Dθ. OK? Fois Oθ fois ER. Eθ fois ER, ça va donner quoi? Eθ fois ER, ça donne moins OZ. EZ. Le moins que vous avez déjà un signe moins, ça va donner tout simplement EZ. C'est EZ parce que vous avez le signe moins deux fois. Et ça va donner quoi ça? R carré EZ intégrale dθ. OK? Intégrale dθ. Intégrale dθ, c'est combien maintenant? 2pi. 2pi. Ouais, C'est moins 0. c'est 2p parce que vous avez une sphère. Ah oui. Donc ça va être R carré 0. fois 2p EZ. Alors je vais vous signaler quelque chose là pour ne pas se tromper. En effet, je peux là faire le calcul comme ça. Donc je peux dire que ça égale en effet, c'est l'intégrale dl, donc dl, Eθ, comme je viens de dire, vectoriel, donc moins R, ER. Je vais refaire le calcul tout simplement. Je vais laisser le dl là. Donc ça va donner quoi? En effet, on a dit, c'est plus R, EZ, intégrale dl. OK? Et bien sûr, vous remplacez dl, vous dites que dl c'est R dθ, et donc ça va donner R carré EZ intégrale dθ. Vous êtes d'accord? Ah, pourquoi je vous fais ça? Parce qu'à un certain moment, des gens qui vont venir me dire, oh, on a là un intégral dl. Est-ce que ce n'est pas 0? Parce qu'on vient de dire avant que c'est 0. Est-ce que c'est la même chose là? Est-ce que ça, c'est un 0? Non. Ce n'est pas un 0. Pourquoi? Parce que le vecteur PO il n'est pas constant. Essayez de voir. Est-ce que c'est la même chose d'avant? Avant, j'ai intégré quoi? Il n'est pas un vecteur. Très bien. Là, j'intègre pas un vecteur. J'intègre quoi? J'intègre l'élément dl. Alors là, vous faites la sommation. Est-ce que vous faites la sommation des vecteurs ou la sommation des distances? Les distances. Les distances. Et les distances s'ajoutent toujours. Les distances positives, ils s'ajoutent. Ils s'ajoutent. Faites attention. C'est pas comme les vecteurs. Les vecteurs, là, on peut y avoir des zéros parce que vous prenez en considération les sens. Mais pour les distances, ils s'ajoutent toujours. Alors, quand vous faites l'intégration de dl sur une sphère, en effet, vous calculez le périmètre de la cercle. C'est le périmètre. Il s'ajoute. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas que c'est 0. En effet, ça, c'est 2PR. C'est 2PR. C'est le périmètre. Faites attention. C'est l'intégrale de dl comme vecteur qui est nulle. Alors, faites attention. L'intégrale de dl comme distance, c'est 2PR sur la sphère. Faites attention à ça, il ne faut pas se tromper avec ça. Alors, on vient de retrouver le résultat. Donc, voilà le résultat déjà qu'on a trouvé pour DLPO. OK? C'est bon. Maintenant, je vais revenir sur une expression. Maintenant, cette partie-là, elle est nulle. Celle-là, on l'a déjà trouvée et vous avez l'expression. Donc, c'est presque terminé. Donc, le B, donc d'où B au point M égale mu0 I
sur 4P, 1 sur PM3, et puis qu'est-ce qu'on a trouvé là? R carré fois 2P, EZ. Donc, je vais essayer de faire des simplifications et je vais essayer de remplacer PM3. Alors, le PM3, c'est quoi? On a soit on va essayer de l'exprimer en fonction de Z, soit de l'exprimer en fonction de alpha. Je vais commencer par alpha. OK. Dites-moi, comment est-ce que je peux exprimer PM en fonction de alpha à partir de schéma? Quand je dis en fonction de alpha, il ne faut pas y avoir le Z. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Le cosinus, le sinus ou bien la tangente? Sinus. Le sinus, parce que si vous prenez le cosinus, il va y intervenir le Z. Moi, je ne voudrais pas y avoir Z, je voudrais juste y avoir le alpha. Donc, je vais prendre CR sur PM. Donc, je peux dire que le PM3, c'est R3 sur sinus alpha 3. Et donc, je peux remplacer là. Je vais avoir mu0i sur 4P. 1, donc ça va donner là sinus alpha à la puissance 3 sur R3, R carré, 2P, EZ. Et on va faire des simplifications. Donc le 2P, je peux le simplifier et puis je peux simplifier avec les R. Donc je vais avoir mu0 I sur 2 R sinus alpha à la puissance 3 selon EZ. Donc voilà. Et vous voyez très bien qu'on a tombé sur la direction EZ, comme on a déjà estimé ça par les symétries. OK? Maintenant, vous pouvez encore exprimer ça en fonction de Z. Pour l'exprimer en fonction de Z, je peux tout simplement remarquer que sinus alpha, c'est quoi? C'est R sur PM. Et donc, c'est R sur quoi? Je vais utiliser Pythagore. Racine. PM, oui, PM, c'est la racine carrée de R carré plus Z carré. Oui? Et voilà, donc BM, maintenant, c'est une fonction de Z dans la direction de Z. Il est égal, donc mu0 I sur 2R. Alors, là, c'est tout ça, je dois le porter à la puissance 3. Donc, ça va donner R sur la racine carrée de Z carré plus R carré, le tout à la puissance 3. OK? Ah, bien sûr, suivant EZ. OK. Ou bien, je peux encore l'écrire sur une autre forme qui va m'aider après à estimer la valeur au centre. Je vais factoriser par R et donc je vais avoir 1 sur la racine carrée de Z sur R au carré plus 1, le tout à la puissance 3, EZ. Vous êtes d'accord avec ça, je pense, il n'y a pas de problème. Donc, voilà mon expression de B de M. OK? Et je peux encore là faire des petits trucs. Donc, je peux... OK, ce n'est pas l'appel pour le moment. Après, je vais le faire. OK? Alors, je vais prendre un cas particulier. Un cas particulier, c'est lorsque Z est égal à 0. Alors, c'est M est confondu avec O, avec le centre. Vous êtes au centre de la spire. Alors,
ça veut dire que Z est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans cette situation? B de O, ou bien c'est en effet B de Z est égal à 0, suivant Z. Et donc, vous remplacez par 0 là, ce terme vaut. C'est bien ça. Oui? R grand. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, reste, elle est 1. Alors, ça va donner mu 0 I sur I sur 2R EZ. Et en effet, ça, c'est la valeur B maximale. C'est B max. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la valeur maximale. Parce que la valeur le terme que vous avez là, c'est un terme qui est inférieur à 1. Ce terme-là, il est inférieur à 1. Et donc, si celui-là est égal à la valeur maximale de celui-là, c'est 1. Donc ça, c'est le champ maximal. C'est-à-dire le champ, il est maximal au centre. OK? Oui. Au centre de la sphère, vous avez le maximum de champ. OK? Alors, maintenant, on va essayer de tracer la fonction. Moi, je ne vais pas suivre exactement l'ordre que vous avez sur les questions, mais j'essaye de répondre à l'exercice d'une manière générale. On va essayer de tracer cette fonction. OK? Alors, je peux la tracer pour la tracer. Vous pouvez tout simplement essayer d'estimer les limites. Alors là, B, la limite de B de Z, quand Z tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini. La même chose. Pourquoi? Parce que c'est une fonction paire. Si vous vous rappelez bien, on a montré au début de l'exercice que cette fonction-là, elle est paire. Et vous le voyez maintenant. Vous le voyez, il est paire. Est-ce que vous le voyez bien? Ça, c'est un terme qui est paire. Par contre, vous avez le carré, le Z2 au carré. Ça veut dire, vous êtes à droite de la spirale, vous êtes à gauche, c'est la même chose. Vous avez des Z négatifs ou des Z positifs, c'est la même chose. Alors, la limite à droite, donc à l'infini ou moins l'infini, ça va être toujours quoi? C'est combien la limite? 0. Combien la limite? C'est 0? 0. Parce que là, on va avoir 1 sur l'infini, donc c'est 0, donc ça va donner 0. Alors, si vous tracez maintenant, si vous essayez de tracer cette fonction-là, je vais essayer de la tracer en fonction de Z. Voilà. Donc, le maximum, il est où? C'est au voisinage de... Donc, à 0 là, vous avez la valeur maximale, mais 0 I sur 2R, que je vais appeler, si vous voulez, B0. Donc, ça, ce terme-là, je vais l'appeler B0 ou bien B max. OK? Et puis, en allant vers plus l'infini, il va tendre vers 0. Et de même de l'autre côté, parce que c'est une fonction paire. OK? Alors, voilà. Alors, moi, mais dans l'exercice, je pense que je ne vous demande pas de faire ça. Pardon. Je vous demande, je pense, dans l'exercice, de faire autre chose un peu différente de ça. Alors, je vous demande de tracer la fonction normalisée. Donc, j'ai défini un petit b de u que j'ai nommé, que j'ai dit qu'il est égal à b de m sur b de o. Avec u, tout simplement, c'est un changement de variable, c'est z sur r. Alors, on appelle ça en physique une normalisation. Vous normalisez votre fonction, ça veut dire que le maximum doit être égal à 1. Et donc, pour que je puisse y avoir un maximum qui est égal à 1,
je divise par le maximum. Vous divisez votre fonction par son maximum. Et le maximum, c'est au 0. Et donc, celui-là, qu'est-ce qui est égal à quoi? Qu'est-ce qu'il reste là? Il reste tout simplement le terme avec z, ce terme-là. Et puisque ce terme z sur R, je l'appelle u, donc finalement, je vais voir là, c'est 1 sur racine carrée de u au carré plus 1, le tout à la puissance 3. C'est une fonction normalisée. Et cette fonction, si vous la tracez, si vous tracez cette fonction, il va y avoir le même allure, mais pas les mêmes valeurs. Alors, on va y voir le maximum. Puisque c'est une fonction normalisée, ça va être 1. Donc, ça, c'est 1, c'est le maximum. C'est B de U est égal à 0. OK? Et puis, bien sûr, il va y avoir le même allure, ça veut dire qu'il va tendre vers 0, donc à plus l'infini et à moins l'infini. OK? Donc, ça, c'est l'allure de quoi? De la fonction normalisée B de U, en fonction de U. Avec U, c'est juste un changement juste de variable, c'est Z sur R. OK? Alors, là, on va y avoir en effet, parce que là, il y a des points d'inflexion à ce niveau-là. Et vous pouvez vérifier que ce point d'inflexion, c'est exactement U est égal à 0,5. Ou bien Z est égal à R sur 2. OK? Et de l'autre côté, la même chose parce que c'est une fonction paire. Alors, je peux vous tracer cette fonction-là en utilisant un logiciel qui permet de tracer les fonctions. Donc là, vous le trouvez, je le trouve là. C'est GeoGebra. Vous pouvez tracer ça avec GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel qui permet de tracer les fonctions que vous pouvez installer sur votre smartphone si vous voulez. Le voilà. Je peux le trouver sur mon tableau blanc là. Je vais essayer de tracer cette fonction sur ce logiciel. Alors, je vais essayer d'introduire la... OK, donc la fonction, c'était quoi? C'était 1 sur, en effet, pardon, je vais commencer par une parenthèse. Alors, parenthèse, à l'intérieur, c'est 1 sur... une racine carrée, non? Donc, une racine carrée de... Là, je ne peux pas utiliser U, mais j'utilise x au carré, plus... Donc, plus 1. Et le tout à la puissance 3. C'est ça? Est-ce que c'est à la puissance ou quoi? La puissance 3 entrée. Ouais. Et voilà la fonction. Vous avez déjà la fonction. Donc, je vais essayer de changer un peu l'échelle. Alors, je vais changer juste le y min, parce que moi, je n'ai pas des valeurs moins 1, par exemple. Ah, c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes en train de 1,5? Voilà. Alors, voilà votre fonction. Maintenant, elle est claire. Alors, vous voyez le même allure, OK? Et vous voyez que le champ créé par cette fonction, la bobine maintenant, donc il est symétrique, il est pair, et il tend rapidement vers 0. Ça veut dire, à une distance là, plus ou moins, est égale à 4. C'est quoi 4 là? Ça, c'est U est égal à 4. Faites attention. Ça, c'est U. Là, c'est U qui est égal à 4, ou bien c'est X dans cette situation-là. Donc, U est égal à 4, implique que Z, en effet, Z est égal sur R qui est égal à 4. Et donc, Z est égal à 4R. C'est-à-dire, déjà, vous êtes à une distance de 4R, le champ il est presque nul. Donc, vous avez une spire, vous se placez à une distance qui est égale plus ou moins 4 fois le rayon, et plus ou moins, vous avez un B qui est égal à 0. OK? Supposons que vous avez une spire d'un rayon, si R est égal, par exemple,
est égal à 5 cm, alors déjà, pour une distance de 20 cm, vous avez un champ nul. C'est-à-dire vous ne ressentez rien. OK? Déjà, même avant, même la 3. OK? Donc, à partir de quelques centimètres, déjà, il n'y a pas d'effet d'aspersion. Donc, le champ de l'asperge disparaît totalement. OK? Je pense qu'aussi c'est bon pour cette question-là. Donc, je vais vous donner maintenant, je vais essayer, je pense il y a encore du temps, je pense qu'il reste encore du temps. Donc, je vais essayer de retrouver le résultat rapidement par une deuxième méthode que je voudrais bien que vous la maîtrisiez encore, qui est en effet semblable à ce que vous faites en S2 avec le champ électrostatique. Alors, donc je vais refaire le schéma. Voilà. Alors, vous avez un point M là. Alors, voilà le point, si vous voulez, P. Si vous êtes dans le sens d'un courant qui permet d'avoir un sens positif de champ par rapport à Z, alors là, voilà, si vous voulez, DL. OK? Alors, comme je viens de dire, d'estimer le champ DB élémentaire va être dans cette direction. L'angle, là, c'est l'angle alpha. Là, vous avez un angle droit. Donc, l'angle que vous avez là, c'est quoi? Je peux l'appeler bêta. C'est P sur 2 moins alpha. OK? Alors, le champ total, puisqu'on a montré par les incréments de symétrie que B, il est porté par EZ. Donc, le champ total, il est là. Voilà le champ total B. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi que le B il est porté par EZ? Ça veut dire que, parce que B, normalement, que B, tout simplement, doit être égal l'intégrale de dB de Z. C'est la sommation des composantes qui sont sur Z. Parce que les composantes qui sont sur les autres directions vont s'annuler à cause de la symétrie. Donc, tout simplement, le B total, le champ total, va être la sommation des composantes qui sont selon Z. Et c'est quoi D de B de Z là? Si vous utilisez là le cosinus, ça va être quoi? Ça va être D de B cosinus bêta. Parce que tout ce que je connais moi, c'est dB. Hein? Voilà, le dB, il est là. Le dBz, il est là. OK? Pardon. Donc, je vais essayer d'effacer ça. C'est passé. Je sais que vous avez des problèmes avec ces projections, mais je vais essayer de vous donner donc, les dés de ça. Alors, le dB de Z, c'est la projection de celui-là. C'est la projection là. Donc, voilà dBz. Et la somme de dBz, c'est le vecteur total. Il va être plus long que celui-là. Alors, dB de Z, c'est quoi la relation avec dB? C'est dB cos alpha, ou bien, puisque bêta, c'est P sur 2 moins alpha. Donc, ça va être dB sinus alpha. OK? Alors, pour que je puisse maintenant trouver le champ total de cette méthode-là, par cette méthode, je vais tout simplement chercher l'expression de B de Z et puis je vais intégrer. Et pour chercher l'expression de B de Z, je vais tout simplement chercher l'expression de DB, le module. Alors, DB, c'est le module de vecteur DB que vous avez dans la définition de loi de Savart, de Buty-Savart. Et donc, c'est cette quantité-là, la norme de tout ça. Voilà, c'est la norme de ça. Et ça va donner quoi ça? Mu0 I sur 4P, la norme de produit vectoriel sur PM
à la puissance 3. En effet, là, c'est le module, mais vous pouvez vérifier rapidement que ce module-là, il est positif. Alors, et je vais maintenant calculer la quantité que vous avez là, le module d'un produit vectoriel. Le module d'un produit vectoriel, c'est quoi? Oui? Le module de DL, module de fois le PM, module de PM, fois sinus de l'angle que fait les deux vecteurs, que fait DL avec PM. Et c'est quoi l'angle que fait DL avec PM? P sur 2. P sur 2. Vous êtes sûr? C'est-à-dire Oui. l'angle que vous avez là, l'angle que vous avez à ce niveau-là, est-ce que c'est un P sur 2? Oui. Oui. Ah, vous P pouvez sur l'imaginer 2. toujours. Vous avez une spire, voilà une spire, et vous avez une droite. Alors, toujours l'angle que fait une droite là avec la tangente, c'est toujours P sur 2. Hein? C'est toujours P sur 2 là. Quel que soit l'angle que vous avez là. Quel que soit là, le alpha que vous avez là, l'angle que vous avez là, c'est un P sur 2. Alors, voilà mon DL. Et voilà mon PM là. Et vous voyez que cet angle-là, c'est P sur 2. OK? Essayez de le voir après si vous avez des problèmes. Alors là, c'est sinus de P sur 2. Ce qui est donc, en effet, ça c'est 1. Et donc, tout simplement, c'est le produit. Donc, implique que mon dB maintenant, c'est mu0 I sur 4P. Et je vais simplifier avec un PM, dL sur PM carré. OK? Et donc, je vais remplacer le PM comme on a déjà fait ça avant. Donc, ça va donner quoi? Mu0 I sur 4P dL sur le PM carré, c'est quoi? On a déjà remplacé ça? R carré sur sinus alpha au carré. OK? Donc, c'est mu0 I sur 4P R carré sinus alpha carré dL. Tout ce que vous avez là, c'est dB. Maintenant, je m'intéresse à dB de Z. dB Z, la projection sur Z, parce que mon champ total ne dépend que de la projection sur Z. Alors, comme on a dit, c'est dB sinus alpha, et donc ça va donner mu0 I sur 4P R carré sinus alpha à la puissance 3 dL. OK? Moi, donc, finalement, pour le champ total B, on a dit que c'est la somme des composantes selon Z. Pardon, il n'y a pas de... Oui, je vais intégrer sur l'aspire. Oui, ça, c'est une intégration sur l'aspire. Donc, il est fermé. Donc, ça va donner mu0 I sur 4P R carré sinus alpha à la puissance 3 intégrale dL. Parce que le alpha ne dépend pas de dL. Et cette quantité-là, vous le connaissez déjà, de PR. Donc, je vais faire des simplifications et je vais trouver que c'est mu0 I. Vous simplifiez avec 2PR, ça va donner 2R là, sinus alpha à la puissance 3. Ça, c'est B de M. Ça, c'est le module. Et bien sûr, rapidement, puisqu'on a déjà la direction, B de M comme vecteur, c'est mu0 I sur 2R, sin alpha, suivant E, EZ. Et voilà, on retrouve le même
le même résultat. C'est le même résultat exactement qu'on a trouvé avant. Alors, dites-moi à votre avis maintenant. Quelle est la méthode la plus simple? Est-ce que d'y aller chercher, tout simplement d'y aller chercher le module et puis d'intégrer, ou bien de travailler, de faire un calcul vectoriel, comme on a fait au début? Calcul. Le calcul vectoriel. Alors, je sais très bien que je pense que le problème pour vous, c'est ce que je viens de faire là, ce raisonnement. C'est que je dois penser que le B, il est porté par EZ, et donc, pour le chercher, il suffit d'intégrer sur la composante Z, et il faut chercher dB de Z en fonction de dB. Je pense que ce raisonnement-là qui pose un problème pour vous. Est-ce que c'est oui? Oui, monsieur. Alors Oui, là, monsieur. pourquoi? Parce que moi, comme un physicien, je préfère de travailler avec cette méthode parce que là, je fais un travail de physicien alors qu'avec le calcul vectoriel, vous travaillez comme un mathématicien et finalement, vous trouvez un résultat qui est en accord avec vos estimations physiques. Mais vous faites aucune imagination, aucune estimation comme un physicien. Alors là, vous faites de la physique plus que des maths. Alors, vous avez le choix entre la première et la deuxième. Vous pouvez faire n'importe quelle méthode des deux. Il n'y a aucun problème pour moi. Essayez juste de maîtriser la méthode que vous utilisez. Alors, je pense qu'on a terminé pour la première partie de l'exercice. Le cas d'une bobine plate. Alors, quand est-ce que j'ai le droit de dire qu'une bobine est plate? Alors, voilà. C'est lorsque l'épaisseur elle est négligeable devant le rayon. Okay? On vous dit dans cette situation-là, c'est une bobine plate. En effet, lorsqu'on le symbolise, on le symbolise comme ça. C'est-à-dire, vous avez des enroulements, mais il n'y a pas l'épaisseur, elle est négligeable. Ça, ce symbole-là, on le lit généralement pour les sonoloïdes. Là, on l'appelle un sonoloïde. OK? Et pour une bobine plate, on fait comme ça généralement. Donc, c'est comme des spires qui sont l'un sur l'autre. OK? Vous dites que là, vous avez une spire. OK? Alors, dans cette situation-là, comment est-ce que je peux en déduire le champ? Tout simplement, on va dire que le champ, dans cette situation totale de la bobine, est égal à 1 fois le champ de la spire. C'est quand vous multipliez par 1. OK? Mais vous ne pouvez pas faire ça dans le cas d'un sonoloïde, parce que ça, on va le traiter la prochaine fois, on n'a pas le droit de dire. Donc, tout simplement, dans le cas d'une bobine, je vais dire que le champ d'une bobine plate donc c'est N, le champ d'une spire, donc c'est N mu 0, I sur 2R, sinus alpha à la puissance 3, E θ, pardon, EZ. Ou bien, si vous avez l'expression en fonction de Z, N mu 0, I sur 2R. Alors, sinus, 1 sur 1 plus Z sur R, le tout au carré à la puissance 3,5. Ou bien vous faites la racine en bas. Donc, c'est ça l'expression normalement d'une bobine plate.
Alors, une petite pause c'est pour discuter ce qu'on a fait jusqu'à ici. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Alors, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va essayer d'étudier? On va étudier le dispositif d'Helmholtz. Alors, le dispositif d'Helmholtz, comme il est déjà illustré dans cette figure, il est composé de deux bobines plates, ok, qui seront, on va voir ça après, qui seront parcourus par du courant dans le même sens, et on va voir pourquoi ils doivent être parcourus par du courant dans le même sens. Ils sont dans qui possèdent d'abord le même rayon et dont la distance de séparation est égale au rayon. Okay? C'est dans ce cas que vous dites que ça, c'est un dispositif d'Helmholtz. Si vous avez tout simplement deux bobines qui sont placées l'un à côté de l'autre, alors à ce moment-là, vous n'avez pas des bobines d'Helmholtz. Alors, vous dites que ce sont des bobines d'Helmholtz quand vous les placez à une distance R est égale au rayon. Okay? Et après, je vais vous montrer quel est l'intérêt de ça. Donc, on va, dans un premier cas, chercher le champ B au milieu. Donc, au milieu là. O, je vais appeler ça O. Et après, je vais prendre un point M entre les deux bobines à n'importe quelle position. OK? Caractérisé par M est égal à X. OK? Et après, on va essayer de tracer l'allure de champ. Et je vais utiliser pour ça le logiciel GeoGebra pour simplifier la vie. OK? Donc, c'est pas très compliqué parce que presque on a trouvé les résultats avant. Alors, donc, voilà. Donc, je vais essayer de schématiser les bobines plates. Donc, je vais schématiser les bobines tout simplement par une spire. Et là, là vous avez une bobine avec N spire. Donc, je vais choisir ce sens pour le courant. Alors que vous avez la deuxième. Alors, N spire encore. Le même nombre de spires, faites attention. Alors, pour le sens de courant là, est-ce que je vais choisir le contraire ou le même sens? Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice? On veut dire le sens de courant est tel que les champs créés par les deux bobines s'ajoutent dans l'espace situé entre les deux bobines. Ça veut dire que là, quand vous prenez un point, je vais prendre le centre par exemple, O, il faut choisir des sens de courant d'une manière à ce que les champs s'ajoutent. C'est-à-dire que les deux vecteurs doivent être dans le même sens. Et donc, à votre avis, est-ce que je dois choisir le même sens ou le sens opposé de celui-là pour y avoir des champs qui s'ajoutent? Même sens. Le même champ. Le même sens. Même sens. Pourquoi? Parce que là je suis à droite de la spire et là, je suis à gauche. Alors, pour celui-là, je vais appeler celle-là 1 et celle-là 2. Alors, le champ créé par 1, dans le sens choisi là. Donc, je vais avoir, vous utilisez le turbo champ. Voilà le B1. OK? Alors, pour le B2, si vous choisissez ce sens de courant, est-ce que je vais avoir la même chose? Est-ce que je vais avoir le même sens? Oui. Oui, parce que dans la première partie de l'exercice, on a dit que le champ créé par une spire ou par une bobine plate, il est pair. Donc, que vous êtes à droite ou vous êtes à gauche, c'est toujours la même chose. Donc, je vais avoir un champ de ce type-là. Et puisque vous êtes au centre, là, à la même distance, vous aurez un champ de même intensité. B1. OK? Donc, si vous choisissez, vous appelez ça l'axe. Donc, je vais l'appeler dans l'exercice, j'ai appelé ça X, mais tout simplement, je vais l'appeler Z pour rester de les mêmes symboles de la première partie. Alors, le champ total, maintenant, si vous voulez, au point O, au centre, ça va être B1 plus B2. OK?
Et ces deux champs sont dans le même et sont portés par le même axe. Et donc, tout simplement, c'est B1 plus B2 EZ. Je vais appeler cet axe-là Z. Donc, EZ, c'est suivant Z. OK? Et puisque vous êtes à la même distance, parce qu'en effet, le B1, là dont je parle, c'est le champ créé par cette bobine au point O. C'est B1 de O, pas de 0, de O, pas le O de l'aspire. Alors, O, il est là, faites attention. Ce n'est pas le centre de l'aspire. Alors, les centres de l'aspire, je vais les appeler O1, O2, pour ne pas se tromper. OK? Alors, suivant EZ, et ça, si vous vous rappelez bien, le premier exercice, c'est N mesure I sur 2R, c'est le même rayon R, voilà 1 sur la racine carrée de 1 plus Z sur R, le tout au carré, et ça à la puissance 3, suivant Z. Mais faites attention là, je dois remplacer Z par quoi? Je suis à cette distance. La distance qui sépare les deux bobines, c'est R. Et donc la distance là, je suis à quelle distance? R sur 2. R sur 2. OK? C'est R sur 2. Et donc, alors que B2, pour B2, je vais voir si le champ B2, donc au centre O, OK, suivant au Z, et ça va être N mu 0I sur 2R, le terme que vous avez là, 1 sur le reste, mais à quel Z? Moins Z Moins sur R sur 2. Très bien, c'est moins R sur 2. OK? Parce que je suis, c'est pas le Z que vous avez là, c'est relativement à cette spire. Ce n'est pas le Z absolu. OK? Et donc là, la distance, elle est négative. Mais faites attention, on a dit que le champ magnétique dans cette situation-là, il est pair. Donc, Z est égal à moins R sur 2 ou est égal à R sur 2, c'est la même chose. OK? B1 et B2 sont pairs. OK? Implique que là, on ait fait le B total en haut, ça va être 2 fois B1 en haut, tout simplement. OK? Donc, il est égal à 2 B1 pour Z est égal à R sur 2, suivant Z. OK? Je vais remplacer maintenant par R sur 2 dans la formule. Là, il faut remplacer par R sur 2. Donc, ça va donner 2 fois N mu 0I sur 2R, 1 sur 1. Vous remplacez à l'intérieur par R sur 2. Qu'est-ce que je vais avoir? 1 demi, le tout au carré. Et puis là, il y a la racine. Et puis vous avez à la puissance 3 EZ. Vous arrivez à le voir. Vous remplacez Z par R sur 2. Je vais simplifier les R, il me reste 1 demi. Alors, vous faites un petit calcul là. Je vais simplifier les deux que vous avez là et vous calculez le terme que vous avez là. Alors, moi, je vais vous donner directement le résultat pour ne pas tarder sur ça. Donc, vous trouvez quelque chose de quoi? Donc, vous trouvez que c'est N mu 0I sur R 4 sur 5 à la puissance 3,5. C'est juste un calcul. OK? Pardon.
Oui, EZ. Hein. EZ, ça c'est parce que je prends un vecteur. OK? Voilà la valeur de ce champ. OK? Alors, maintenant, on va aller plus loin que ça. On va essayer de chercher le champ pour n'importe quel point qui est compris entre la première sphère et la deuxième sphère. Donc, je vais refaire le schéma. Alors, vous avez, je vais prendre le noir au début. Alors, vous avez la première sphère, la deuxième. Voilà l'axe. Voilà le haut, le centre. Et je vais prendre un X de ce côté-là. Voilà un X, un point M. La distance entre là, c'est X. Z, pardon. Je vais changer un peu la notation par rapport à ce que vous avez sur l'exercice. Je vais appeler ça tout simplement Z. OK? Z. Là, je suis sur l'axe des Z. OM, c'est Z, EZ. OK? Alors, maintenant, je vais essayer de chercher le champ total, le B total en M. OK? Bien sûr, ça va être quoi? Ça va être le champ créé par la première sphère au point M, plus le champ créé par la deuxième sphère en M. OK? Alors, par rapport à la première sphère, ça va être le champ B1. À quel point? À quelle distance? Par rapport à la R Ouais. plus Z. R plus 2, R sur 2, plus Z. Ah, oui. Oui. Pas R, parce que le R, c'est la distance totale. Alors, la Ah, ouais. distance que vous avez là, cette distance, c'est R sur 2. OK? Alors, relativement à la deuxième sphère, je dois prendre quoi? Moins Quel coordonnée? R sur 2. Donc, je suis là, je vais aller Moins jusqu'à R le moins. Donc, c'est moins R sur 2, ouais, plus X. Vous êtes d'accord? Je vais aller jusqu'à là, Z ici. et puis je vais ajouter cette distance. C'est C'est pas deux, moins X. monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas moins R sur 2. R sur 2 plus X, le tout fois moins. Le tout? C'est-à-dire moins X. Pourquoi? Est-ce que quand le point M il est plus proche de la sphère ou c'est le point O qui est plus proche? C'est M. Et ouais, plus M. Mais dites-moi, ce nombre-là, est-ce qu'il est en termes de distance? Est-ce que c'est supérieur à R sur 2 ou c'est inférieur à R sur 2? Inférieur. Inférieur. C'est ça. En effet, vous allez de là jusqu'à le centre et puis vous ajoutez, parce que là, je suis dans le sens négatif, et puis je reviens avec un nombre positif. Je reviens. D'accord. Je vais aller dans cette direction négativement et je reviens positivement. OK? Mais puisqu'il y a de la parité, parce que ça, en effet, ça va être la même chose que X, pardon, donc si vous voulez, c'est la même chose que R sur 2 moins X. Ça va être la même chose. Pardon, c'est pas X, c'est Z. Je me trompe toujours sur ça parce que je l'ai déjà. Alors, ça c'est Z. Alors, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez la parité. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Vous écrivez ça ou l'autre, c'est la même chose. Moi, je vais tout simplement travailler avec ça parce que
c'est la même. Parce que lorsqu'on va faire le carré après, tout ça va donner le même résultat. OK? Alors, je vais remplacer maintenant dans les expressions. Donc, ça va donner quoi? Égal. Je vais prendre l'expression de champ créé par une bobine. Donc, celui-là, ça va être quoi? N mu 0 I sur 2R. Donc, ce terme, je vais le avoir encore là. Alors, pour celui-là, je vais voir 1 sur la racine carrée de 1 plus tout ça, R sur 2, plus Z sur R, le tout au carré. Vous êtes d'accord avec ça? Et tout ça à la puissance 3. Et puis, je vais encore ouvrir quelque chose là. Je vais refaire la même chose. 1 sur racine carrée, 1 plus, donc, moins R sur 2 plus Z sur R. Ça, c'est au carré. Et puis, le tout à la puissance 3 et je ferme. Vous êtes d'accord? Je vais ajouter tout simplement le vecteur EZ. Parce que j'ai un vecteur. Alors, je vais faire des simplifications. Je vais simplifier les R. Alors, je vais voir N mu 0 I sur 2R. Alors, je vais voir 1 sur la racine carrée de 1 plus, je vais simplifier avec R. Qu'est-ce que je vais avoir là à l'intérieur? Z sur R plus 1 demi au carré. Et ça à la puissance 3. Plus 1 sur racine carrée 1 plus. Alors là, donc ça va donner Z sur R moins 1 demi au carré. Et là, à la puissance 3. Espérons que je ne me suis pas trompé. OK? Alors, je vais essayer de simplifier cette expression-là. Je vais appeler ça. Je vais appeler ça, si vous voulez, un B0. Ou bien un Bmax. Je vais l'appeler tout simplement, parce que je vais simplifier avec ça. Ce n'est pas le même B0 que vous avez avant, parce que là, vous avez le N. Hein. Donc, je vais appeler ça B0. OK? Et puis, je vais essayer de définir une fonction f de U. Pardon. Je vais définir une fonction f de U qui est égale à 1 sur racine carrée de 1 plus U à la puissance 2, plutôt à la puissance 3. OK? Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Je peux dire que mon champ maintenant là, le B de M est égal. Je vais simplifier cette expression. Après, je vais vous montrer l'intérêt de tout ça. Ça va m'aider à tracer ça sur GeoGebra. Alors ça, j'ai un petit problème sur mon tableau. Un petit blocage. Des problèmes de mémoire. Donc, je vais voir. OK, je vais supprimer ça. Alors, le terme là que j'ai appelé B0. OK, et là, je vais voir quoi? Je vais voir, ça c'est quoi? Il apparaît comme la fonction de quoi? F de quoi? Si vous posez U égale à Z sur R. Alors ça, c'est quoi? C'est la fonction, c'est U plus 1 demi. C'est l'image de U plus 1 demi. Voilà la fonction. Et donc ça, en effet, c'est l'image de U plus 1 demi. Et l'autre, c'est juste l'image de U moins 2. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, monsieur. Vous le voyez, c'est l'image. En effet, là,
j'ai déjà défini une fonction. Et ce que vous avez là, c'est juste une image de ça. OK? Oui. Alors, vous pouvez toujours donc y avoir le B de M, le petit B de M, que je vais le définir comme étant B de M sur B0. C'est une fonction normalisée. Et qui va être F U plus 1 demi plus F de U moins 1 demi. OK? Ça, c'est très intéressant. Alors, moi, je vais essayer de tracer. Je ne vais pas tracer le B de M. Pourquoi je ne peux pas tracer le B de M? Parce que pour tracer ça, je dois entrer il faut entrer la valeur de B0. C'est-à-dire il faut donner une valeur à M, à mesurer, à I. Mais là, le B de M, le petit B, il est normalisé. Je vais tout simplement tracer des fonctions mathématiques en fonction de U ou bien en fonction de X. Donc, je vais essayer de tracer maintenant ça. Faites attention maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est le champ, c'est la valeur du champ magnétique créé. Ça, c'est la valeur du champ créé par les deux bobines, c'est-à-dire par les bobines d'Helmholtz en M. OK? Mais c'est normalisé, c'est la valeur normalisée. OK? C'est la valeur normalisée par rapport à quoi? Que j'ai normalisé par B0. OK? Alors, je vais y aller maintenant normalisé par B0. Alors, je vais aller sur le logiciel maintenant GeoGebra et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tracer, parce que celui-là, c'est quoi? Ce terme, c'est le champ créé par quoi ce terme, celui-là? La bobine. Pour la première bobine, par la bobine 1. Oui. Et ça, c'est le terme qui est par la bobine 2. Et la somme, c'est le champ créé par les deux bobines. Donc, je vais essayer de tracer le champ créé par chaque bobine et puis le champ créé par les deux bobines. Je vais le tracer sur GeoGebra. Donc, je vais définir la fonction au début. Donc, c'était quoi? C'était 1 sur racine carrée de 1 plus x. J'utilise x parce que sur GeoGebra, tu ne peux pas utiliser autre chose. Hein. Et le x pour GeoGebra, c'est la variable. Hein. Carré à la puissance 3. Voilà, donc cette fonction, c'est f, on va l'appeler f. Je vais changer encore l'affichage. Donc là, c'est tout simplement moins 1. Et là, je vais prendre, par exemple, 2. OK. Je vais ajouter la grille. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais présenter? F de x plus 1 demi. C'est-à-dire le champ créé par la première bobine. Et voilà le champ. Vous voyez un décalage. Alors, le décalage, tout simplement, vient du fait que vous avez ajouté le 1 demi. OK? Parce que le maximum maintenant, ce n'est pas au niveau de 0, mais au niveau de 0,5. Parce que là, le 0, il est là. Voilà le 0. Mais le maximum pour celle-là, c'est pour moi 1 demi. Là, parce que vous travaillez normalisé, c'est-à-dire à une distance de moins R sur 2. C'est là où vous avez le maximum. Ce n'est pas là. Il y a un petit décalage. Hein?
Donc, c'est pour ça que vous avez la fonction. Oh. On va refaire. Non, c'est bon. Alors, vous voyez le décalage. C'est-à-dire, la première bobine, il va présenter un maximum avec un décalage de 0,5. Alors, ça, vous pouvez le voir, que le point que vous avez là, c'est 0,5. Maintenant, je vais ajouter F de la deuxième. Donc, le champ créé par la deuxième. X moins 1,5. Vous voyez, il est décalé de l'autre côté. OK? Celui-là, maintenant, je ne vais pas l'afficher. Donc, celui-là, est-ce que je peux le désactiver? Ah oui. Ah. Très bien, ok. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais essayer de voir la somme. Alors, la somme, c'est quoi? C'est G plus H. Donc, tout simplement, G plus H. Voilà le champ total créé maintenant par l'ensemble. Alors, il y a une petite question là qui vous donne une idée. On vous dit quelle est la variation relative de B pour X sur R est égal à 1 sur 10, 1 sur 4, 1 sur 2. Alors, en effet, quand j'ai tracé l'allure de la fonction, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé que, donc voilà. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui fait comme ça, plus ou moins ça. Donc, il est stable là. Moi, je vais faire quoi? Je vais essayer de calculer la valeur à 0, de la calculer à une distance de 1 sur 10, de la calculer à une valeur à une distance de 1 sur 4, et à une distance de 1 sur 2. Ces distances, qu'est-ce qu'elles présentent? Quand je dis que U égale à 1 sur 10, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, parce que U, c'est une variable qu'on a définie, c'est Z sur R. Ça veut dire que Z qui est égal R fois U doit être égal à R sur 10. OK? Et quand je dis que U est égal à 1 sur 4, ça veut dire que Z est égal à R sur 4. Quand je dis que U est égal à 1 sur 2, ça veut dire que Z est égal à R sur 2. Donc, physiquement, je suis haut. Voilà les deux sphères. Voilà l'axe. Voilà le 0. Donc, ça veut dire que je vais chercher le champ pour 0, pour R sur 10, pour R sur 4 et pour R sur 2. Parce que R sur 2, c'est la distance que vous avez là. Et pourquoi je cherche ça? Pourquoi j'ai essayé de faire les calculs? Pour vous montrer la variation. Là, je vais voir le max. Là, je vais avoir une petite diminution. Là, encore une diminution plus grande. Et là, je vais avoir une autre diminution. Donc, je vais essayer de chercher l'erreur. L'erreur entre les deux points. Donc, je vais essayer, supposons que... Donc, je vais essayer de chercher. Donc, là, vous avez le delta B sur B fois 100. Ça, c'est quoi? On appelle ça l'erreur relative. C'est l'erreur relative. Donc, je vais faire la différence. Par exemple, ça. Donc, pour le premier point, je vais essayer de chercher la quantité suivante. Le champ au point pour 0, moins le champ pour 1 sur 10, sur la valeur du champ en 0, fois 100. Ça, il va me donner la différence en pourcentage entre le centre et à une distance très proche qui est égale à 1 sur 10. OK? R sur 10, pardon. OK? Alors, et je vais faire la même chose. B de O moins B de R sur 4. Je divise toujours sur B de O fois 100. Et je vais trouver l'erreur en pourcentage. Alors, donc, je vais essayer de faire ça encore pour le point R sur 2 sur B de centre fois 100 et ça va donner un pourcentage.
Et ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire, parce que moi, je voudrais bien vous montrer que le champ à l'intérieur, il est casé uniforme. Et donc, si l'erreur, il est faible, on va dire, OK, c'est bon. Le champ, il est vraiment casé uniforme. Mais si vous avez des erreurs au voisinage de 20% plus, à ce moment-là, on va dire non, ça ne marche pas. OK? Donc, ce que je viens de faire, c'est ça. Alors, sur GeoGebra, je peux calculer ça directement parce que j'ai défini déjà la fonction et je vais essayer de calculer ça par la fonction. Parce que alors, je vais utiliser une version de GeoGebra plus récente que la première. Que je vais définir la fonction. Donc, c'était 1 sur racine carrée de 1 plus x carré et le tout à la puissance 3. Donc, voilà la première fonction. Donc, je vais essayer de tout simplement de régler encore l'échelle. Là, moins 1. Là, je vais prendre 2. Ça y est, je ferme ça. Voilà. Et après, on a dit que je vais tracer f de x plus 1 demi. Et puis f de x moins 1 demi. Les champs créés par chaque bobine. Et puis la somme des deux. Donc la somme des deux, c'est G plus H. Parce que là, le logiciel, il a nommé directement ça G, l'autre. Donc c'est G plus H. C'est la somme des deux. Voilà le champ créé par les deux. Alors maintenant, je vais essayer. Donc, cette fonction, le logiciel, il a nommé ça P. Donc le P, ça veut dire là, c'est le B que vous avez dans l'exercice. Le B. Normalisé, le petit B. Alors tout simplement, moi je vais dire P de 0. C'est quoi P de 0? Je cherche tout simplement le 0 là, la valeur là. P de 0. Donc voilà, c'est 1, 4, 3, 1. Donc ça, c'est la valeur maximale EF. C'est la valeur que vous avez là. OK? C'est cette valeur, hein, vous pouvez le voir. 1, 4, 3, 1. C'est l'extrémum là. C'est le maximum. OK? Alors, essayez. Donc ça, c'est le A. Essayez de le mémoriser dans la tête, c'est A. Et puis, je vais essayer de voir P de 1 sur 10. Image de 10. Voilà ce que vous voyez. Essayez de voir la différence. Donc, presque il n'y a pas de différence. Hein? Une erreur très, très faible. Hein? Maintenant, Oui. image de, si vous voulez, de 1 sur 4. Donc là, une petite différence. Hein? 1, 4, 2, 5. Pas grand-chose. P de 1 sur 2. C'est-à-dire maintenant, vous êtes là. Vous êtes sur le centre de la deuxième spire. Alors, 1, 3, 5. Alors là, il y a une petite différence. Hein. Là, vous voyez que vraiment, ça commence à chuter. Hein. La valeur commence à chuter. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire la différence. Hein. Alors, de calculer les erreurs. Alors, comment est-ce que je peux calculer les erreurs? Donc, je vais faire toujours, pour celui-là, je vais faire A moins B sur A. Donc, le maximum, c'est A. Sur moins B sur A, et je vais multiplier par 10. Donc, ça, je vais donc dire, ouais, c'est A moins B sur, pardon, donc je vais utiliser des parenthèses, A moins B sur B, sur A, pardon, oui, fois 100. Vous pouvez avoir la valeur en pourcentage. Et voilà. Donc, la différence entre le centre et le point qui est à une distance de R sur 10, tout simplement, c'est 0,011%. Ça, c'est en pourcentage. J'ai déjà multiplié par 100. C'est-à-dire, c'est une erreur négligeable. Hein, négligeable. Ça veut dire presque c'est la même chose. Oh, il est clair des valeurs. Hein, il est clair que les valeurs elles sont presque la même chose. Alors maintenant, si vous faites A moins C sur A, fois 100. Alors, vous trouvez une erreur de 0,4%. Encore négligeable. 0,4, c'est rien. Okay? Alors, une variation de l'intensité, c'est-à-dire le champ magnétique entre ce point-là et ce point-là,
quand vous déplacez de ce point-là à ce point-là, vous constatez une différence de champ magnétique de 0,4%. Et expérimentalement, ça c'est négligeable parce que si vous avez un appareil qui mesure les valeurs de points, presque c'est inférieur à l'erreur de l'appareil. Okay? C'est-à-dire vous ne pouvez pas même le constater. Alors le dernier, je vais faire A moins T sur A fois 100. Alors là, ça commence à augmenter l'erreur. C'est-à-dire, là, vous avez vraiment 5% d'erreur. C'est pour cela que quand on utilise les bobines d'éléments, on vous dit, il s'agit de rester à l'intérieur des bobines. Vraiment à l'intérieur. Okay? Il ne faut pas travailler à l'extérieur parce que déjà, là, je suis sur les limites, je suis sur les frontières. Je suis sur les frontières des bobines et j'ai déjà une erreur de 5%. Okay? Et donc, ce que je veux montrer là, donc là, on a trouvé 0,11%. Là, on a trouvé 0,4%. Et là, on a trouvé 5,4%. OK? Et bien sûr, si vous êtes à l'extérieur là, on va trouver plus que ça. C'est pour cela, généralement, même il faut même se rapprocher même de ça. Ça, ce n'est pas très bien. Ça veut dire qu'il faut travailler là, dans cet espace. Alors, dans cet espace-là, vraiment, le B, il est constant. OK? Je pense que c'est bon. Donc, voilà. OK? Alors, si vous avez des questions, parce qu'on vient de terminer, si vous voulez.